Bienvenue pour ce premier épisode d'une série de WebSem dédiée à PostgreSQL. Je m'appelle Jerry Paniquin, j'ai le plaisir de vous présenter cette série de WebSem. Les 4 premiers épisodes, je vous les rappelle, celui d'aujourd'hui, présentation de l'écosystème PostgreSQL. Le deuxième, découvrons l'architecture de Postgres, comment sauvegarder les bases Postgres, comment superviser les environnements Postgres. Les 3 épisodes suivants seront présentés bientôt. En tout cas, maintenant, je laisse la parole quelques instants à Didier Lavoine, directeur technique de Digora, qui va nous présenter très succinctement Digora. À toi, Didier. Bon, rapidement, parce que l'essentiel, c'est de laisser la parole à Géry. Pour ceux qui ne connaissent pas Digora, Digora est une société qui a plus de 20 ans d'expérience. Le chiffre d'affaires de l'année dernière a été aux alentours de 33 millions d'euros. On a 550 clients aujourd'hui actifs. Un client actif chez nous, c'est un client qui est facturé dans l'année. C'est une société qui est répartie entre la France, le Luxembourg et le Maroc. On a aujourd'hui plus de 130 collaborateurs. Et on a un partenariat avec une société qui s'appelle OBRC depuis maintenant 1 an, qui est un spécialiste des data centers de Tier 4 et qui est une société luxembourgeoise qui dépend, qui est à 100% filiale de la Poste luxembourgeoise. Sur Digora, nous avons 3 axes de métier sur lesquels nous faisons des services. Donc, nous faisons des services sur la conseil et la transformation numérique. Et Postgre devient vraiment une technologie qu'on rencontre de plus en plus dans la transformation numérique, des projets de transformation, notamment des data lakes. Nous sommes aussi des services d'infrastructure provider, c'est-à-dire de l'énergie numérique sous forme de cloud public, cloud privé et donc aussi de solutions de cloud hybride, sans oublier les traditionnels énergie qui est tout ce qui est on-premise chez nos clients. Et nous accompagnons nos clients, comme vous l'avez vu sur les 2 premiers axes de métier, sur le build, mais aussi surtout sur le run, au travers d'une offre de service manager qui représente aujourd'hui les 2 tiers de nos services. Et là, c'est assurer la disponibilité essentiellement des systèmes de production de nos clients avec une équipe dédiée, des gens sur site et une capacité à faire du service manager en mode 24/7, naturellement pour des clients et donc pour assurer la production. On intervient sur 3 grands sujets qui sont la data, la sécurité, le cloud et on innove aussi parce que l'IoT c'est aussi très lié aux données bien sûr. Voilà, et on intervient sur ces 3 données. Voilà, je vous ai voulu vous présenter très succinctement pour ceux qui ne connaissaient pas Digora en 2 slides. Maintenant, je vais laisser la parole à Géry. Voilà. Abordons le premier épisode. Présentation de l'écosystème Postgre sous 4 angles. Et on va parler de pourquoi s'intéresser à un logiciel open source, qu'est-ce que Postgre, quels sont les acteurs du monde PostgreSQL et quel est l'avenir de PostgreSQL. On fera parvenir une copie des slides à chacun des participants. Petite remarque, le nom de ce produit est PostgreSQL depuis quelques temps. La plupart des gens disent Postgre ou Postgres pour plus de facilité, puisque c'est le nom d'origine. Alors, pourquoi s'intéresser à un logiciel open source? Voici une première raison. Alors, première raison de passer à l'open source, une tendance forte de l'offre logicielle actuelle. En fait, le graphique présent compare l'évolution fréquemment constatée dans les choix de logiciels. La courbe bleue correspond au logiciel de type closed source, c'est-à-dire dont le code source n'est pas accessible, logiciel payant ou freeware quelque part. La courbe rouge, quant à elle, correspond au logiciel de type open source, c'est-à-dire dont le code source est accessible et téléchargeable. Ils sont souvent gratuits, même si le paiement d'une souscription peut donner accès à un support de haut niveau, éventuellement des fonctionnalités supplémentaires. En vertical, on a les fonctionnalités, la performance, la fiabilité. On peut rajouter aussi la part de marché souvent. L'axe horizontal, quant à lui, l'axe horizontal représente l'échelle du temps. Il apparaît que, bien que démarrant souvent les premiers, les logiciels fermés ou closed peinent tôt ou tard à faire face à la large diffusion de logiciels ouverts couvrant les mêmes fonctionnalités. Prenons par exemple les systèmes d'exploitation. Bien que des produits comme AX, HPX, Solaris et bien d'autres aient démarré il y a longtemps, bien avant Linux, il est évident qu'aujourd'hui, Linux passe et de loin les premiers cités. Au point même que les grands fabricants de systèmes informatiques tels HP, IBM, Dell, Oracle proposent désormais leurs systèmes sous Linux. On peut observer la même situation, le même phénomène pour les serveurs d'application et les serveurs de base de données, mais l'inertie liée à l'offre logicielle ou au développement sur mesure crée un délai plus long, une latence, pour atteindre le croisement des sources
sur les serveurs d'application ou même les bases de données. Alors, connaissez-vous Jo Coder? C'est une femme américaine, écrivain à succès, décédée à 92 ans en 2015. Elle était source de paroles sages. En quel sens? Ça veut me dire quel rapport avec l'informatique, hein? Eh bien, elle a dit, en français, « Afin de bien planifier votre avenir, il est nécessaire que vous compreniez et appréciez votre passé. » Êtes-vous d'accord? Vous avez 30 minutes pour remettre votre copie. Donc, on va appliquer cette maxime à notre propos, pour le choix d'architecture et d'évolution des systèmes d'information. Afin de bien planifier l'avenir de votre environnement informatique, il est nécessaire que vous compreniez et appréciez le passé des solutions informatiques. Qu'en pensez-vous? Notamment avec la montée en puissance en utilisation de solutions open source comme Linux, Apache, JBoss, Tomcat, MySQL, Postgre, Hibernate, Doctrine et d'autres. Et par ailleurs, le déclin relatif de produits propriétaires OS, SGBD, serveurs web, serveurs d'application. On constate ce phénomène. Ce phénomène ne fait que s'amplifier. Et la position de certains éditeurs sur les coûts de licence de produits dans des environnements virtualisés ou cloud ne fait que amplifier le phénomène. Une deuxième raison de passer en open source, c'est la démarche des produits commerciaux. Une constatation, une analyse montre que les produits commerciaux sont souvent soumis à un cycle dangereux. Une phase d'innovation avec des impasses, de nombreuses startups échouent pendant la phase de la courbe en cloche du hype cycle. Une phase de croissance du marché, où là, un certain nombre atteignent le fameux plateau de maturité du hype cycle. Troisièmement, une phase de saturation du marché, au moment où toutes les entreprises ont déjà les licences nécessaires, elles les ont acquises, elles ne payent plus que le support. Et par ailleurs, l'éditeur souhaite toujours vendre plus, avoir un chiffre d'affaires en augmentation sous la pression des actionnaires. Il y a une phase délicate, c'est la maximisation des profits tout en réduisant les coûts de développement et de support. Une phase 5, on passe en mode maintenance, pas de nouvelles fonctionnalités, pas d'innovation, c'est un peu presque la prémort du produit. Et la phase critique, c'est la fin de vie, ou quasi fin de vie du produit ou de l'éditeur. Qu'en pensez-vous? Certes, ceux qui sont en informatique depuis des dizaines d'années savent que cela s'est déjà produit dans différents produits logiciels. Alors, on peut comparer ça avec la démarche des produits open source. Déjà, il faut qu'ils soient en phase avec les produits propriétaires en termes de fonctionnalité, mais ils sont souvent gratuits, c'est le principe de l'open source, et n'ont aucun problème avec la virtualisation ou le cloud. Une augmentation importante de leur diffusion liée à la croissance du marché, une obligation de poursuivre l'innovation, sinon c'est le déclin et la mort. Mais le code source est toujours disponible pour continuer pour les gens qui auraient une inquiétude. Une autre manière de voir les choses, c'est le cycle de développement des produits commerciaux. Et c'est une troisième raison. Les produits commerciaux ont généralement à gauche des phases de conception, de travail dans le grand secret, de réunions de travail, de tests, de retests, de release, et une première release bêta est donnée quand le produit est pratiquement terminé, la nouvelle version pratiquement terminée pour certains rares clients ou partenaires, avec après différents soucis liés à une phase de bêta limitée. Et on constate aussi qu'il n'y a pas de vraie concertation sur les besoins réels et sur le fait d'influencer l'éditeur sur les aspects qui intéressent le plus les clients. Par opposition, le cycle de développement des produits open source est tout à fait différent. On a une interaction continue entre les développeurs, dont certains font partie de grosses entreprises utilisatrices d'ailleurs, et les utilisateurs d'autre part. Et donc il y a des échanges à tous les niveaux, et y compris pendant la phase de bêta testing, où par exemple, le 9 août de cette année, le consortium Postgre a mis en téléchargement la version 10.5, production, et la version 11 bêta 3, donc version bêta. Donc aucun secret, la version bêta est diffusée dès qu'elle est à peu près utilisable. Voilà, pour quelques points sur l'écosystème et le logiciel open source. On va passer à qu'est-ce que PostgreSQL. Donc, le site OpenHub donne plein d'informations sur pas mal de logiciels open source, dont Postgre. Et leur définition est la suivante. Postgre est un système de base de données relationnelle puissant, open source,
Il a plus de 15 ans de développement actif, une architecture éprouvée, qui lui a valu une solide réputation de fiabilité, d'intégrité des données et d'exactitude. Il fonctionne sur tous les principaux systèmes d'exploitation, Linux, différents Unix et Windows. On va lancer un petit historique animé de Postgre. On y va. Alors, il était une fois Michael Stonebraker en 1974 qui a démarré le projet SGBDR Ingres. Un peu plus tard, une version commerciale d'Ingres est lancée. Pardon, commercial là. Et puis, Computer Associates a racheté le produit. Un peu plus tard, l'a mis en open source. Et le produit a été remis en commercial avec Ingres Corporation. En 1984, Sybase est créé en partant de Ingres, SQL Server Sybase. En 2010, SAP va racheter Sybase. En 1988, Microsoft et SQL Server nouent un partenariat avec Sybase et créent SQL Server à partir des sources de Sybase. En 1985, Michael Stonebraker prend la décision de repartir de zéro et choisit le nom Postgres, tiré de Post-Ingress. Illustra a été créé à partir de Postgre, puis revendu à Informix, qui l'a fusionné avec son produit existant. Informix a été racheté en 2001 par IBM. En 1995, avec l'ajout du SQL, Postgre fut renommé PostgreSQL, mais on peut continuer de dire Postgre. En 2004, Enterprise DB est créée, nous l'avons déjà cité. Cette société fournit un support de niveau éditeur pour Postgre. Des extensions à Postgre facilitant la migration d'environnements Oracle vers Postgre, et des extensions facilitant l'usage de Postgre dans des environnements cloud et containers. Et un petit zoom arrière qui arrive dans quelques secondes. En résumé, avec une histoire de près de 45 ans, Postgre est bien vivant, mûr et en pleine forme. On ne parle ni d'Oracle, ni de MySQL, ni de DB2, parce que ces trois solutions sont complètement indépendantes de Postgre et de son histoire. Le site DB Engine, que certains d'entre vous connaissent, classe la notoriété des bases de données relationnelles en fonction de leur fréquence de recherche sur Google, des offres d'emploi et d'autres critères encore. En 2017, ce site a mentionné PostgreSQL comme le système de base de données qui a eu le plus de gains de popularité dans le classement par rapport à 341 systèmes suivis. Vous avez ici un graphique, vu de loin, je crois qu'il y en a un petit peu plus près derrière, qui montre que Postgre, en orange en bas, est sur une pente ascendante. Les autres moteurs stagnent ou baissent légèrement. J'ai cité Oracle, MySQL et Microsoft SQL Server. Ce graphique est en logarithmique. Si vous voulez l'avoir en classique, n'hésitez pas à me le demander, je l'ai fait également. Voilà le classement de PostgreSQL. Il est numéro 4. Il est bien sûr inférieur en popularité aux 3 premiers, mais avec une courbe ascendante et un graphique en zoom. C'est ce que j'avais prévu ici. Voilà. Donc Postgre est sur une pente ascendante. Alors on aborde le 4e point. Quels sont les acteurs du monde PostgreSQL? Alors, le mieux pour savoir et avoir la réponse, c'est d'aller sur le site postgres.org, qui est un site de référence qui donne plein d'informations, qui permet de télécharger les produits gratuitement, d'avoir accès à une documentation de haute qualité. Il y a un wiki, il y a plein de choses. Vous verrez la liste de tous les développeurs de Postgre dans le passé et dans le présent. Et puis, ils ont fait en 2006 une très belle photo qui est sur le site. Et si vous voyagez sur la photo avec votre souris, vous verrez le nom de chacun d'entre eux, ou presque. Donc, ils viennent du monde entier. Il y a 2 cas de figure. Soit ils développent bénévolement par passion, sur leur moment libre, le soir, le week-end, en vacances, c'est pas bien, mais bon. Soit ils sont payés par leur employeur qui leur affecte certains jours de travail pour développer Postgres, dans le cas où leur employeur sponsorise par ce moyen ce projet, voulant l'utiliser en même temps. C'est le cas de DB, de Second Quadrant, de SNCF, etc. Ou alors, il y a des gens qui font ça pendant leur temps de travail, alors elles demandent à leur patron, et qui continuent le soir, pour les très courageux. Ce site montre également quelques indications sur le nombre de contributeurs. Alors là, il faut voir un petit peu c'est l'évolution, je pense, mais il faut surtout se polariser sur le cône en haut à droite. Il est plein d'orange, et si on met la légende, c'est écrit Very High Activity. Donc Postgre est un produit open source qui est sur une pente ascendante,
et c'est plutôt rassurant. Les principaux contributeurs sur les dernières années sont Bruce Mojian, ce monsieur, qui est également chez EDP, monsieur Tom Lane, qui, je prends mes petites antisèches, qui est chez Crunchy Data aux USA, et Peter Anzeitraut, qui est chez Second Quadrant en Allemagne. Et tous les trois font partie de la core team dont on va parler dans un instant. Il y a une stabilité des équipes de développement, il y a des graphiques qui permettent de dire qui a ajouté quel module, combien, à quel moment. Il y a un graphique sur 5 ans qui est très rassurant, qui montre que les gens sont très fidèles dans leurs efforts d'ajout de fonctionnalités. Postgre est dirigé par une core team, alors on va faire court, c'est le corps dirigeant, c'est collectif, hein, c'est pas un monsieur, c'est vraiment collégial. Et ils ont pour but d'orienter, de fédérer, de diriger et de prendre certaines décisions difficiles parfois, mais ce ne sont pas eux qui prennent toutes les décisions, loin de là. Il y a 5 membres de la core team, alors je reprends également un petit détail. Ils sont 2 chez EnterpriseDB, un chez Second Quadrant, un chez Red Pill Pro, un chez Crunchy Data. Il y a des règles qui veulent qu'il n'est pas possible, d'être plus de 2 personnes dans la core team appartenant à la même société. Et c'est volontaire pour éviter que la core team Postgre soit dirigée par une entreprise unique. Il y a une personne en Allemagne, une en Suède, une au Royaume-Uni, 2 aux USA. Parmi l'écosystème Postgre, on ne peut pas oublier Digora. Digora dispose également d'un panel d'experts Postgre, que ce soit pour mettre en œuvre vos différents projets Postgre, en cloud ou en on-premise, pour faire vos migrations ou vos assistances techniques pointues, et également pour assurer le suivi de vos bases Postgre sous forme de services managés. Comme beaucoup d'entre vous êtes déjà des clients Digora, il faut que vous connaissiez cette facette d'expertise Postgre chez Digora. Vous connaissez certainement le Magic Quadrant du Gartner Group, et là c'est la version 2017 des bases de données. Et pourquoi je l'affiche? Parce que le Gartner Group a limité le nombre de personnes qui seraient affichées sur ce Magic Quadrant, et en changeant des différentes règles. Et dans l'écosystème Postgre, il reste uniquement, en termes d'offres de services à haute valeur ajoutée, un seul qui est EnterpriseDB, qui peut apporter un service de niveau éditeur, c'est-à-dire répondre et fournir des patchs dans un délai extrêmement court, comme les autres fournisseurs de bases de données commerciaux le font. Donc c'est une attente de nombreuses grosses entreprises qui veulent passer à Postgre, d'avoir un support de niveau éditeur capable de générer des patchs au cas où, très 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 rapidement. Alors, on arrive au 4e point, quel est l'avenir de PostgreSQL? Eh bien, on va lister quelques points. On ajoute de nouvelles fonctionnalités. Après un redémarrage en 96, après l'ajout de fonctionnalités SQL, Postgre a évolué de façon à pouvoir gérer les bases de données de grosses entreprises avec un ajout de fonctionnalités de niveau entreprise. Puis, à partir de 2012, ça a été la phase de flexibilité, comme par exemple l'ajout du JSON, de colonnes de type range, ou alors de PostGIS, données spatiales. Tout ça gratuit, hein, comme le reste. Des types d'index avancés ont également été ajoutés, GIN, STGIST, etc. Et il y a un type d'index qui a une architecture qui ressemble beaucoup à certaines fonctionnalités d'Exadata dans la recherche d'index. En fait, saviez-vous que les premières bases de données n'avaient pas de langage SQL, mais un autre type d'interface du style QBO ou autre. Ce qui fait qu'il ne faut pas confondre base relationnelle et SQL. SQL est arrivé bien plus tard. Un petit zoom sur les versions de la 1.0 à la 9.6. On ne va pas tout détailler, mais on commence en 1995, 172 000 lignes. Et on arrive en 2016 pour la 9.6 à 1 380 000 lignes. Le slide qui suit montre que la progression du nombre de lignes dans le code est régulière jusqu'à maintenant et continue d'augmenter, ce qui est très rassurant sur l'avenir de Postgre par rapport à l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'ajout de lignes de code. Un deuxième facteur, à propos du futur de PostgreSQL, on ne va pas tout détailler, vous lisez si vous voulez, mais on va se limiter au titre. Facilité d'utilisation et de déploiement par différents ajouts. Montée en puissance par différents
différents aspects, et adaptation aux nouveaux besoins. Parmi les spécialistes du monde Postgre, l'un d'entre eux, EDB, a émis ces 3 séries d'avantages comme étant très rassurants sur le futur de Postgre. Maintenant, abordons un contexte un peu particulier, et c'est le 3e facteur rassurant sur l'avenir, c'est que suite à la position de certains éditeurs de bases de données, un intérêt croissant pour Postgre a été constaté chez Digora et dans le monde général de l'informatique depuis quelques années. Donc, c'est lié à la problématique de licence, qui fait que ça devient quasi impossible d'utiliser les produits en environnement virtualisé, ou dans les environnements cloud, où il y a quelquefois des contraintes supplémentaires. Une prolifération d'options utiles, intéressantes, mais souvent payantes, ou l'impossibilité d'empêcher l'activation involontaire d'options payantes, qui amènent ensuite des problèmes de régularisation cauchemardesques. Aussi un changement des règles de licensing, par exemple le CAL qui a été remplacé par je ne sais plus quoi chez Microsoft. Toutes ces situations et tout ce contexte donnent beaucoup d'intérêt à Postgre chez la plupart des grosses entreprises. Un 4e facteur d'optimisme sur le futur, c'est une volonté affirmée par ce qu'on appelle le groupe de travail interentreprise, qui est un rassemblement des belles entreprises dont on voit le logo ici, et de bien d'autres depuis lors, puisque ça date d'il y a bientôt 1 an. Le but de ce groupe de travail est de partager des retours d'expérience, de bonnes pratiques d'études, etc., migration, performance autour de Postgre, de contribuer à la pérennisation et l'amélioration de Postgre dans un contexte logiciel libre open source, d'encourager l'utilisation, l'adoption de cette base de données par les éditeurs, et les entreprises sont les bienvenues dans ce groupe, et pas les professionnels de l'informatique, parce qu'ils veulent garder leur autonomie. Et, point important, ils ont fait une lettre ouverte à tous les éditeurs, dont ils ont pu avoir les références, et également par lettre ouverte publique, en disant les fournisseurs de logiciels ou de progiciels qui ne supportent pas encore PostgreSQL sont maintenant invités à prendre les premières mesures menant à une certification adéquate de Postgre, s'ils veulent avoir l'assurance que nous continuerons à utiliser leur logiciel dans le futur. Les fournisseurs acceptant de certifier PostgreSQL sont recensés afin d'être favorisés. Et il s'avère qu'un de nos clients nous a dit qu'il souhaitait acheter un progiciel, mais que ce progiciel ne tournait que sur Postgre. Et il est possible que dans le futur, cette situation va devenir un peu plus fréquente. 5e facteur, quelques références Postgre en France, Decathlon, IAD, Kiloutou, la Française des Jeux, Le Bon Coin, Météo France, SNCF, Société Générale, et bien d'autres entreprises qui ne sont pas référencées ici. Les administrations françaises font également beaucoup d'efforts pour aller vers Postgre, pour des raisons de coût, et il y a bien d'autres références. Une conclusion, ne pas avoir trop débordé vu l'heure du démarrage. Je vous la fais en français. Les idées ne meurent pas aussi longtemps qu'elles sont partagées. Les idées sont partagées aussi longtemps qu'elles sont utiles. Postgre vivra aussi longtemps qu'il sera utile. Bon, je vous avoue, c'est pas de moi. Et puis nos prochains épisodes Postgre. À partir du 9 octobre, vous pourrez avoir accès à l'épisode Découvrons l'architecture de Postgre. Le 23 octobre, comment sauvegarder les bases Postgre. Le 13 novembre, comment superviser les environnements Postgre. Et puis d'autres thèmes sont déjà prévus, ils sont listés ici sur l'écran, et vous les verrez sur les slides qui vous seront envoyés également. Vous pouvez d'ailleurs faire un retour sur les priorités que vous souhaiteriez, sur les différents prochains webinars, et également nous envoyer à l'avance des questions auxquelles nous pourrons répondre dans le cadre des prochains webinars, puisque pour différentes raisons, il ne sera pas possible de les effectuer en direct. Donc si vous nous envoyez des questions à l'avance, nous pourrons inclure des réponses à la plupart de ces questions, très probablement. Donc, stay tuned. N'hésitez pas à rester en ligne dans les prochaines éditions et épisodes de Postgre. Puisque vous êtes inscrit à ce webinar, vous recevrez directement les vidéos des épisodes suivants dans votre boîte mail. Notre cher Mathieu, de Digora, qui s'en chargera avec ses collègues.
Et puis vous pouvez aussi poser toutes vos questions en écrivant à contact@digora.com. Écoutez, ce fut un plaisir d'avoir du monde avec nous aujourd'hui. Et puis rendez-vous pour la suite sur l'architecture de PostgreSQL. Il va y avoir des beaux schémas et des beaux dessins. À très bientôt.